bonjour à tous. Donc, comme Alain l'a dit, donc, je suis la directrice de l'UMR EcoBio et c'est une UMR qui s'intéresse à la biodiversité sous tous ses aspects, c'est-à-dire des microbiotes aux plantes, aux insectes, on a aussi des programmes sur la conservation des primates, sur enfin, un peu tout. Bah, sur les vers de terre, voilà. Et accessoirement, moi, je travaille plus particulièrement sur les insectes en milieu agricole. Et je suis membre du HCVC, du Haut Conseil breton pour le climat, là, qui existe depuis 2 ans, parce que je travaille depuis un moment sur l'impact du changement climatique. Et à la fin, je vous présenterai un projet européen Biodiversa, Conserve, là, qui commence depuis quelques mois. Alors, le changement climatique, en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Ça représente beaucoup de choses différentes. Donc, on parle évidemment de l'augmentation de la température moyenne, mais il y a aussi le réchauffement des hivers, parce que toutes les saisons ne réchauffent pas de la même façon. Le réchauffement des nuits, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes, comme dans un hiver globalement plus chaud, on peut avoir un coup de froid plus froid qu'habituellement. Et chaque espèce dans un écosystème va être sensible au réchauffement climatique, c'est de toute façon, mais pas forcément aux mêmes paramètres des changements climatiques. Certaines espèces vont être plus sensibles à un événement extrême, par exemple, et d'autres à une vague de chaleur ou d'autres au réchauffement des hivers. Donc ça va avoir des conséquences au niveau d'un écosystème parce que chaque espèce va avoir une petite modification, mais qui va être différente de celle de l'espèce voisine, de celle avec laquelle elle est en interaction. Donc, c'est l'ensemble du système qui va se modifier. Toutes les espèces sont caractérisées par leur thermopréférendum, donc la température qu'ils supportent le mieux. Donc, il y a la température idéale pour se reproduire, une température pour croître et une température à laquelle ils peuvent survivre, mais par exemple sans être capables de croissance ou de reproduction. Et si on prend des espèces qui sont liées dans une chaîne trophique, donc par exemple une plante, un phytophage, un ennemi naturel, en fonction des conditions environnementales et qu'on regarde leur performance, donc le sommet de la courbe, c'est la performance de l'organisme. Alors dans l'exemple que j'ai mis, on a en vert une plante avec son optimum thermique, en rouge un phytophage avec son optimum thermique. Et donc on voit que le phytophage, il préfère des températures plus élevées que la plante dans ce système-là. Ça peut tout à fait être l'inverse dans un autre système. Et là en bleu, j'ai mis un ennemi naturel qui a un optimum thermique assez proche de celui du phytophage, mais plus étroit, quoi, qui est plus thermospécialiste. Et puis en petit pointillé noir, on a la température moyenne actuelle et en gros pointillé, la température moyenne future. Et là, on voit qu'avec la température actuelle, bah, la plante, le phytophage, l'ennemi naturel coexistent, même si la température est un peu trop chaude pour la plante et un peu trop froide pour le phytophage et l'ennemi naturel. Mais dans la température future, la température sera plus proche de l'optimum pour le phytophage et l'ennemi naturel, mais elle sera complètement en dehors du spectre de la plante. Donc dans ce système-là, bah, la plante va disparaître, va mourir, et globalement, ça va entraîner la disparition du phytophage et de l'ennemi naturel, sauf s'ils trouvent des plantes alternatives. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est bien que chaque espèce a sa propre thermotolérance, son propre thermopréférendum, et que si on décale, enfin à un moment les espèces coexistent, mais si on décale la température moyenne, obligatoirement, ça va modifier le système avec une des composantes du système qui va être avantagée et d'autres qui vont l'être moins, et certaines qui peuvent même disparaître. Alors en Bretagne, qu'est-ce qui se passe? On a vu une augmentation des températures moyennes. Je suis désolée, mes diapos sont un mixte entre français et anglais. Mais l'important en Bretagne, c'est la disparition des jours de gel, et particulièrement depuis 1990. Alors, pourquoi c'est important? Finalement, c'est le réchauffement des hivers qui est le facteur le plus important pour les insectes en Bretagne.
C'est important parce qu'avant 1990, on avait en moyenne 3, 4, 5 jours de gel par an. Donc un jour de gel, c'est 24 heures sans remonter au-dessus de 0 degré. Et donc ça impliquait que beaucoup d'espèces ectothermes, donc de phytophages, d'insectes, voilà, avaient besoin de mettre en place des stratégies pour résister à ce gel hivernal. Mais à partir du moment où maintenant on a quelques nuits qui sont même jusqu'à -5, -7, mais où la journée, ça remonte toujours à au moins 1, 2, 3 degrés, voire plus, il y a moins besoin de mettre en place cette résistance au gel. Et c'est vrai que l'hiver, pour les ectothermes, c'est vraiment euh, un point très très important avec la mise en place de ces stratégies de résistance à l'hiver. Là, sur la photo, on voit des coccinelles congelées. Et donc, il y a des espèces d'insectes qui ont qui sont capables en tout cas de se congeler elles-mêmes et de résister à la congélation. Il y en a d'autres qui produisent des composés cryoprotectants qui vont leur permettre en fait de ne pas congeler même si dehors il gèle. Et puis, il y en a une grande partie aussi qui vont adopter d'autres stratégies. Donc, quand il y a l'hiver, on connaît des insectes qui vont s'échapper en migrant, comme les papillons américains. Euh, des espèces qui vont résister en entrant en diapause, donc une stratégie de diapause, donc qui vont s'endormir, être inactifs pendant tout l'hiver. Et puis, il y en a qui vont rester actifs. Et ça va être possible grâce à de la thermotolérance ou de ce qu'on appelle la thermorégulation comportementale, c'est-à-dire principalement se mettre dans des abris, par exemple légèrement sous la surface de la Terre pour échapper aux conditions stressantes. Et du point de vue évolutif, être en diapause, c'est coûteux parce que si on est en diapause, ça veut dire que pendant ce temps-là, il n'y a pas de nouvelle génération, il n'y a pas de croissance de la population. Mais se maintenir en activité, c'est coûteux si jamais il y a un coup de gel important et inattendu et que tous les individus actifs meurent. Donc, les pour et les contre des stratégies diapause et se maintenir en activité peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de la température. Mais on a, du point de vue écologique, ce qu'on appelle des filtres environnementaux, qui veut dire qu'en général, dans une même région, beaucoup d'espèces vont adopter globalement les mêmes stratégies pour résister. Par exemple, en République tchèque, où il fait peut-être -15 tous les hivers, bah, il est inimaginable qu'une espèce se maintienne en activité tout l'hiver. Le risque d'avoir des coups trop froids est extrêmement important. Mais en Bretagne, et spécialement maintenant qu'on n'a plus de jours de gel, le coût de la diapause augmente, le succès de la diapause augmente et celui de ce maintien en activité peut fortement diminuer. Donc, on peut s'attendre dans une région où on est à la limite là, de la perte de 0 jour de gel et on dépasse la limite de 0 jour de gel à une perte de la diapause. Alors, notre système, ce sont les céréales avec les pucerons des céréales. Donc, on a une toute petite guilde avec seulement 3 espèces de pucerons des céréales et il y a majoritairement 5 espèces de parasitoïdes. Ça peut aller jusqu'à 8, mais c'est très rare. Et avec des hyperparasitoïdes aussi, et donc qui sont responsables les parasitoïdes primaires étant responsables du service de biocontrôle. Je vais vous donner 2 mots aussi sur les prédateurs du sol. Donc, en hiver, on a des carabes, des staphylins, des araignées qui vont nous intéresser. Et on travaille sur ce qu'on appelle la zone atelier armorique. Donc, c'est LTER, c'est une zone labellisée au niveau européen comme zone d'observation sur le long terme. Alors, au départ, la LTER armorique, c'était un peu une petite partie, là, le cadre blanc dans le nord de l'île-et-Vilaine. Pour ceux qui connaissent, la tache noire, c'est la forêt de Villecartier. Donc, c'était un petit peu en dessous du Mont-Saint-Michel. Et maintenant, la LTER armorique, c'est toute l'île-et-Vilaine, donc nord et sud de Rennes. Et c'est une région caractérisée par une mosaïque de champs, de grandes cultures,
avec encore de l'ancien bocage, donc des petits champs entourés de haies, plutôt au sud de la zone armorique initiale, et puis un système beaucoup plus intensif avec des champs plus grands et beaucoup moins de haies au nord. Donc on peut aussi travailler sur l'impact du paysage. Donc nous, on s'est focalisé sur l'hiver, et depuis l'hiver 2009, on échantillonne très précisément tous les hivers. Alors, c'est pas agréable, on a du mal à trouver des gens intéressés pour ça, parce qu'il faut être à quatre pattes dans les champs de blé avec du blé de 5 à 10 cm de haut, et on prélève comme ça visuellement les pucerons, et on les ramène au labo, on les élève à 20 degrés, et on regarde ceux qui restent pucerons et ceux qui se transforment en momies. Donc ça veut dire qu'ils étaient parasités, et donc là, on attend l'émergence du parasitoïde. Et si la momie n'émerge pas au bout de 15 jours, on ouvre la momie et on trouve peut-être soit un adulte mort ou alors une larve en diapause. Et là, on sait que l'espèce était en diapause. Pour les prédateurs du sol, on a mis des pièges à interception entre les champs et ce qu'il y a autour des champs, et des pièges, des pièges barbeurs. Et on regarde ce qui tombe dedans, donc ce qui est actif et ce qui passe en fait du champ aux alentours du champ et vice-versa. Alors, pour le réseau trophique puceron parasitoïde, c'était déjà connu qu'il y avait deux espèces de pucerons qui restaient en activité en hiver à très 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 faible abondance. Donc l'espèce du dessus qui est verte avec une tache rouille qui s'appelle Rhopalocifum paddy, et celle du dessous, Cytobion avené, qui est l'espèce majoritaire en blé. Et globalement, il y avait à peu près 50-50 de chacune des espèces. Et il y avait deux espèces de parasitoïdes qui étaient connues pour être actives en hiver aussi déjà. Aphidus rhopalociphi, la plus abondante, spécialiste du blé, qui se développe très bien sur les deux espèces de pucerons, mais qui préfère Cytobion avené, et Aphidus matricariae, qu'on trouvait essentiellement sur Rhopalocifum paddy. Mais sachant qu'en laboratoire, Aphidus matricariae, on avait montré que cette espèce préférait aussi Cytobion avené. Mais sur le terrain, ça n'émergeait que des momies de Rhopalocifum paddy. Donc, comment ont évolué ce tout petit réseau trophique avec le réchauffement des hivers? Eh bien, donc ça, c'est le réseau trophique tel que je vous l'ai montré, donc les deux espèces de parasitoïdes. Alors, nos espèces de parasitoïdes, là, se ressemblent comme des gouttes d'eau. Il faut les mettre sous microscope pour regarder le pétiole et voir s'il est strié ou pas pour distinguer quelle espèce c'est. Donc, c'est normal que le dessin se ressemble beaucoup. Et donc, on avait nos deux pucerons, Rhopalocifum paddy, Cytobion avené, avec Rhopalociphi qui mange les deux et matricariae qu'on ne trouve au terrain quasiment que sur paddy. Et le premier hiver 2010-2011, on a eu la surprise de voir arriver dans le système un nouveau parasitoïde, Aphidus avené, qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux autres. Pareil, c'est que le pétiole qui les détermine. Et Aphidus avené, ce n'est pas une espèce qui vient du sud, c'est une espèce qu'on voyait au printemps, mais qui, dans notre guilde, était une espèce rare, qui n'a jamais représenté que 2% des parasitoïdes de printemps et jamais observée en hiver. Et il se trouve que Aphidus avené adore manger Cytobion avené, et en fait ne se développe quasiment pas dans Rhopalocifum paddy. Et à partir de cette année-là où on a vu des Aphidus avené pendant l'hiver, eh bien, Aphidus rhopalociphi, qui avant était quand même bien focalisé sur Cytobion avené, on en a trouvé presque plus sur Cytobion avené. Et en fait, Aphidus rhopalociphi s'est focalisé sur Rhopalocifum paddy. Et Aphidus matricariae, qui n'était que sur Rhopalocifum paddy, en fait, on l'a trouvé en quantité extrêmement restreinte, voire quasiment plus du tout. Donc, il se trouve que Aphidus avené est un compétiteur supérieur à Aphidus rhopalociphi et à Aphidus matricariae. Il pond des gros œufs et les larves se développent plus vite. Et donc, quand les larves éclosent dans un puceron ne peut donner naissance qu'à un seul parasitoïde primaire. Donc, quand Aphidus avené pond dans un puceron, sa larve tue les larves éventuelles de Aphidus rhopalociphi ou de Aphidus matricariae.
Et donc, c'est lui qui va se développer. Donc, ce qu'on imagine, c'est que Aphidius rofalosifi, il continuait peut-être à pondre dans Cytobion avéné, mais de toute façon, vu qu'il était vaincu, les seuls qu'on a trouvés émerger, c'était ceux sortant de Rhopalocifum padi. Et pour Aphidius matricarié, vu qu'on avait montré au labo que son puceron préféré était aussi Cytobion avéné, on peut imaginer qu'avant, on ne le trouvait que dans Paddy sur le terrain parce que tous les cytobions avénés étaient pris par Aphidius rhopalosifi et que maintenant qu'avec la nouvelle compétition avec Aphidius avéné, Aphidius rhopalosifi est obligé de se remettre que sur les Paddy, Aphidius matricarié, qui est le compétiteur le plus inférieur, peut disparaître du système. Et donc ça, c'est donc les réseaux trophiques qu'on a fait dans les années qui ont suivi. Donc, le premier, c'est 2009-2010, avec, comme les 30 années précédentes, les 2 pucerons, les 2 parasitoïdes. Donc, en bas, c'est les pucerons, en haut, les parasitoïdes, et en gris, qui mange qui, à quel pourcentage, quoi. 2011-2012, on a eu une grande quantité de Aphidius avéné et des Aphidius rhopalosifi et pas de Aphidius matricarié. Et on a vu aussi un nouveau puceron apparaître qui est Metopolophium dirodum. Sachant que Metopolophium dirodum, c'est un puceron qui existe en Bretagne, enfin qui a toujours existé en Bretagne, mais qu'on trouvait en petite quantité au printemps seulement. Et cet hiver-là, Metopolophium dirodum est aussi apparu en hiver, était présent en hiver. Il représentait 12% des pucerons. Et c'est le préféré de Aphidius avéné aussi. Donc, lui se prenait tous les Metopolophium dirodum et une grosse partie des cytobions avénés. Et l'hiver suivant, Aphidius avéné, il était là, mais en moindre abondance. Du coup, on a revu du Aphidius matricarié. On a vu aussi d'autres espèces de parasitoïdes. La EP, c'est Ephedrus plagiator. Là encore, une espèce qu'on a toujours vue au printemps, mais qui a toujours représenté 1-2% des parasitoïdes, en très petite quantité. Diaretella râpée, pareil, quasiment jamais vu sur céréales au printemps. Et puis des hyperparasitoïdes, on a vu en hiver. Ça, on n'avait jamais vu des hyperparasitoïdes en hiver. Et l'année suivante, 2013-2014, encore une situation radicalement différente. Très peu d'Aphidius avéné, beaucoup d'Aphidius matricarié, mais quand même beaucoup de Metopolophium dirodum, mais pas les Ephedrus, les hyper. L'année suivante, encore une autre situation où on a de nouveau beaucoup d'Aphidius avéné. Et vous voyez que le réseau trophique se complexifie, on a beaucoup plus de flèches. Et ce que vous observez aussi, c'est que finalement, chaque année, ça change. Les proportions de Metopolophium dirodum augmentent, mais donc en 2015-2016, ils représentent 68% des pucerons, mais plus que 3% l'année suivante. Donc chaque année, c'est une surprise en fait. Mais dans tout ça, c'est que les espèces de printemps, c'est jamais des espèces du sud qui remontent. Donc là, c'est notre collecte aussi, hein, donc vous comprenez pourquoi c'est pas super agréable, on est tout gadouilleux et tout. Et pour les prédateurs du sol, alors on avait mis les pièges au départ pour prouver qu'il n'y en avait pas en hiver actifs, parce que dans la littérature, c'était indiqué que les carabes, les staphylins, tout ça, ça dormait en hiver. Et en fait, donc on met les pièges pour prouver qu'il y en a zéro, et on en a trouvé partout, et beaucoup d'espèces et en grande quantité. Et on a vu que ça passait allègrement du champ au couvert hivernal, à la bande herbeuse. Bon, ça allait dans tous les sens, quoi. Donc, en fait, les conclusions de cette partie-là, c'est que on a une communauté hivernale beaucoup plus diverse qu'avant 2010. Des communautés hivernales et printanières qui sont identiques maintenant. On n'a pas d'intrus qui viennent du sud, mais juste c'est toute l'année la même communauté, et avec plus que 50 espèces de prédateurs du sol actives en hiver. Et donc, si on revient sur nos filtres environnementaux, eh bien, c'est qu'on a bien une convergence parmi les espèces pour maintenir leur activité en hiver, liée à la disparition des jours de gel, qui étaient prédictibles avant et qui maintenant n'arrivent plus. Et donc maintenant, ça va causer une autre pression de sélection pour les espèces qui sont actives, c'est résister aux petits pics de froid qui peuvent se produire
même si c'est que 2 jours, pendant un hiver globalement beaucoup plus chaud qu'avant, si on a un pic de froid, soudain, inattendu, bah, là, ça peut causer, un gros drame, parmi les espèces, un très forte mortalité et donc on a beaucoup travaillé sur, la thermotolérance des individus actifs en hiver et donc j'arrête là pour cette première partie et je vous remercie de votre attention et je remercie toutes les personnes, qui ont participé à ces différents programmes. Merci Joanne. Et on va passer à un petit temps de questions. Alors, en attendant qu'il y ait des questions qui arrivent, et je vais t'en poser une, Joanne. Mmh. Tu as dit que les spectres de parasitisme étaient différents quand on faisait les tests au labo et sur le terrain. Ouais. Et ça, moi, je pense que tu as donné la réponse un petit peu après, mais tu expliques ça comment, cette différence entre le terrain et le labo? Bah, c'est que au labo, en fait, on peut mettre une espèce et lui donner le choix entre deux espèces de pucerons et on regarde laquelle elle choisit, hein, par des manips d'observation du comportement. Et puis après, on regarde ce qui émerge. Donc, est-ce qu'il y a un succès? Donc, on étudie à la fois la préférence et la performance, qui ne sont pas toujours totalement liées. Parce qu'il peut y avoir une préférence sans différence de performance ou vice-versa. Ça peut être lié aussi au comportement de défense du puceron, mais on a le résultat, quoi. Si telle femelle parasitoïde pond dans telle espèce de puceron, qu'est-ce qui sort? Et sur le terrain, on n'a que le résultat. Quand on a l'émergence, eh ben, on n'a que le résultat du vainqueur. S'il y a eu un vaincu avant qui a été déposé, on ne sait pas, quoi. Il est mort. Donc, à part avec le barcoding, où on sait si une espèce a été parasitée 2 fois, et ça, on a fait des manips de barcoding qui effectivement ont montré qu'il y avait beaucoup de multiparasitisme, à la fois au printemps et en hiver, parce que justement les espèces comme Aphidus cervi et puis Aphidus avéné, donc des compétiteurs supérieurs, mais qui sont très généralistes, hein, qui ne sont pas des spécialistes des pucerons des céréales, elles ont probablement du mal à trouver les pucerons dans le champ et ce qui leur permet de trouver les pucerons dans le champ, c'est quand un puceron a alarmé, donc quand une colonie a été exploitée. Et donc, notre hypothèse, c'est qu'ils sont préférentiellement attirés par les colonies déjà exploitées et donc qui vont pondre dans les pucerons déjà exploités par l'autre espèce. Et comme ils sont meilleurs compétiteurs, ils gagnent, quoi. Ouais, c'est des petits malins. Ils attendent que Ouais, les autres espèces trouvent les colonies voilà. et Et puis après, ils y après, vont. ils les virent et ils prennent la place. Voilà. Enfin, c'est notre hypothèse, enfin, qui sort de nos résultats. Et c'est vrai que statistiquement, le taux de multiparasitisme qu'on observe au champ est bien supérieur à ce qu'on attendrait s'il y avait ponte au hasard de la part des compétiteurs supérieurs, quoi. Donc il y a une question de Lola. Je me demandais, est-ce qu'avec peut-être des travaux complémentaires, il y a un impact de ces changements de réseau trophique, de parasitoïdes sur la transmission des viroses ou ce genre de choses? Oui, bah ça, c'était exactement notre projet suivant qu'on a fait après. C'est que, effectivement, les données des 30 dernières années bah, disaient que globalement, c'est Rhopalosifum padi qui est le responsable de la transmission de virus à l'automne. Sauf que depuis ces données-là, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Avant, bah, les virus étaient détectés que par les tests ELISA, donc on détectait, je ne sais pas combien d'espèces, mais 2 ou 3 espèces de virus. Là, les données récentes avec des méthodes plus performantes, il y a au moins 10 espèces de virus. Ensuite, on s'est rendu compte que toutes les espèces de pucerons, en tout cas ces 3-là, transmettent les virus, mais pas toutes avec la même capacité. Enfin, chaque espèce de puceron, par rapport à chaque espèce de virus, s'infecte plus ou moins bien et transmet plus ou moins bien. Et avant, on imaginait que la transmission de virus se faisait qu'au moment du vol automnal de Rhopalosifum padi dans le champ. Sauf que là, maintenant que les pucerons sont actifs tout l'hiver et se reproduisent dans le champ tout l'hiver, on a aussi de la transmission secondaire possible. Donc pas par les ailés à l'arrivée, mais durant au moins, en tout cas au moins tout le mois de décembre et janvier. Après, le blé, quand il commence à grandir, mais c'est plutôt février-mars, la plante est beaucoup moins sensible au virus, mais tout décembre-janvier, elle est sensible. Donc, on a fait une thèse qui a montré la présence, en plus d'un nouveau recombinant de virus entre deux espèces qui étaient
courantes avant. Là, il y a, comme pour le Covid, quoi, un nouveau variant. Donc, on est en train de publier ça. Et vu que les abondances relatives des différentes espèces de pucerons se modifient beaucoup, bah, forcément, ça aura un impact sur la transmission de virus, quoi. Ça va avoir un impact sur quel va être le virus majoritaire et donc potentiellement sur les dégâts. Par contre, faire le lien immédiat, enfin, c'était un début d'un des projets qui est en cours, de voir si on peut faire le lien entre les abondances relatives des différentes espèces de pucerons et les dégâts de jaunisse qui surviennent. Mais c'est compliqué parce que c'est, enfin, ouais, enfin, c'est quand même un problème. On a une thèse dessus, donc on commence à travailler là-dessus. C'est prédit qu'avec le changement climatique, il y aura des changements, mais exactement, est-ce que ça va être plus grave ou moins grave? Je ne suis pas encore si sûre que ça. Ce qu'il y a, c'est que Metopolophium dirodum, nous, c'est toujours un puceron qui a été anecdotique dans l'ouest de la France, en assez faible quantité en céréales, alors qu'en Tchéquie, par exemple, c'est un puceron qui est une année sur deux et déjà majoritaire l'été, quoi. Mais chez eux, il n'apparaît pas l'hiver. Nous, il apparaît l'hiver. Et ça a quand même été montré que c'est un bon transmetteur de virus. Donc, on s'inquiète un petit peu avec ça. Mais c'est sûr, c'est tout un sujet. On n'aura pas la réponse avant 5-10 ans, hein. Il y a beaucoup, beaucoup à travailler sur la question. Donc, on fait des manips pour regarder espèce de puceron par espèce de puceron, qu'est-ce qu'ils transmettent comme espèce de virus et à quel point ensuite le virus est grave. Mais sur ce sujet-là, mon financement s'est arrêté. Donc, je ne le continue pas 100%, quoi. Donc, ça avance pas vite. Je continue un peu. Mais il y a du travail. Et merci. Sinon, les prédictions faites par une publi d'un Belge, Van den Heide, en 2020, c'est que justement, il a décrit exactement la même chose que nous, on a observé, modification des abondances relatives des différentes espèces de pucerons. Il s'attend à plus de problèmes de virus. Moi, je suis moins sûre parce qu'en Bretagne, le biocontrôle est très bon. Et donc, du coup, on a plutôt moins de pucerons. Donc, pour moi, en Bretagne, les pucerons sont en voie de disparition. Je les mettrais même sur la liste rouge des espèces menacées. Et donc, peut-être qu'il y a plus de risques de virus d'une certaine façon, mais comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pucerons au global, je ne sais pas. C'est compliqué. Allez, je vais te poser une dernière question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Question plus technique, plus terrain. En horticulture ou en maraîchage, on a l'habitude de faire des lâchers de parasitoïdes pour installer des populations sous abri. Donc, il y a des produits qui existent en espèces pures, du Colemanni, Matricariae, Hervie essentiellement. Et puis après, il y a des produits qui mélangent, on appelle ça les mix. Ils mélangent plusieurs espèces, jusqu'à 5 espèces, où on va retrouver donc les 3 que j'ai cités, Colemanni, Hervie, Matricariae. On va retrouver aussi des fois du Praon volucre, du Tiracella. Ouais, ça aussi. Et puis il y a encore 1 ou 2 espèces qu'on peut retrouver dans certains mélanges. Du coup, tu en penses quoi de ces mélanges? Est-ce que ça a un intérêt quand on voit que Matricariae se fait virer par les autres? Est-ce que c'est intéressant de lâcher un mélange ou est-ce qu'il faudrait mieux, d'après tes connaissances sur le blé, ou est-ce qu'il serait plus performant de lâcher en souche pure ou que 2 espèces ensemble, mais en sachant qu'elles ont le même niveau de compétition? Je ne sais pas. Qu'en Mais après, penses-tu? c'est à chaque fois pour lutter contre une seule espèce de puceron ou aussi contre un mélange d'espèces de pucerons? Alors ça dépend des situations. Des fois, c'est une seule espèce, des fois, c'est un mélange. C'est plutôt dans les mélanges d'espèces qu'on va utiliser les mix. Ouais, bah, c'est ça parce que, par exemple, Aphidus rhopalociphi, lui, est spécialisé céréales. On ne le retrouvera jamais hors céréales. Aphidus cervi, Aphidus matricariae, Aphidus avenae, c'est des espèces très généralistes. Donc, ils vont s'attaquer à plusieurs espèces de pucerons. Et donc, forcément, elles vont avoir des préférences. Préférence, ça ne veut pas dire qu'il y a des grosses différences de performance, hein. Comme je disais tout à l'heure, parce que nous, on a étudié justement Aphidus qu'on pensait être Colemanni au Chili, mais bon, qui s'appelle Platensis, mais c'est une variété de Colemanni, on va dire. Et on a regardé ça sur 2 espèces de pucerons. Et en fait, il peut se développer très bien dans les 2 espèces de pucerons. Alors, ça donnera des descendants qui sont un peu plus grands dans une des espèces de pucerons que dans l'autre, ou un peu plus longévifs dans une des espèces de pucerons que dans l'autre. Ça va donner deux
populations un peu différentes de parasitoïdes, mais ça se développe bien, quoi. Donc, finalement, pour les espèces généralistes, en général, ils performent pas mal dans plusieurs espèces de pucerons. Alors, effectivement, il y a de la compétition. Après, quand il y a de la compétition, parce qu'il y a une préférence, potentiellement, on a perdu une des espèces qu'on a relâchées, mais c'est le risque majoritaire qu'on prend. Je n'ai pas l'impression qu'on prenne un gros risque en lâchant plusieurs, quoi. Ça veut dire que certains individus, ils vont, enfin, on a lâché 5 espèces et puis 2 générations après, il n'y a plus que 3 espèces dans le champ parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas trouvé assez d'hôtes ou qui ont été éliminés par les compétiteurs supérieurs. Mais comme c'est lâché, on les fait souvent sous serre ou en tout cas en milieu assez contraint. D'une certaine façon, ce qui compte, c'est de débarrasser des pucerons au final, quoi. C'est pas atteindre un équilibre écologique sur du long terme, enfin, ou même s'il s'établit avec 3 des espèces seulement qu'on a lâchées. Parce que c'est assez difficile, je pense, de savoir dès le départ, même si on sait qu'il y a une relation de compétition entre 2 espèces et qu'une en labo gagne plus que l'autre, ce qui va se passer dans la nature vraiment, parce que ça dépend de l'intervalle de ponte par les 2 femelles dans le même puceron. Ça peut dépendre de la température, le résultat de la compétition, ça peut dépendre de pas mal de choses. Et donc, je ne suis pas sûre qu'une petite manip en labo qui montre qu'un est souvent supérieur à l'autre, ça fait que l'autre a 0 chance de s'en sortir. Parce que nous, matricariés, voilà, il y a une année, il y en avait 0, mais l'année suivante, il y en avait peut-être 8% seulement, mais il y en avait quand même. Donc, leur rôle n'est pas totalement nul. Donc, je pense que les mixtes, c'est pas mal quand même, quoi. Là, surtout s'il y a plusieurs espèces de pucerons. Là, c'est l'aspect redondance fonctionnelle. Donc, forcément, il y a de la compétition, mais c'est vrai que la compétition intra-guilde, ça a été montré parfois comme négatif, mais dans les lâchers inondatifs, on est vraiment dans des situations où il y a beaucoup d'ennemis naturels par rapport aux ravageurs, quoi. Ça marche. Donc après, pour le choix, d'un point de vue technique, c'est plus efficace de lâcher des mix et après, il faut voir d'un point de vue économique. On va faire la Ouais. balance d'un point de vue économique. Parce que si le mix est beaucoup plus cher parce qu'il faut élever 5 espèces, ça peut se poser comme question, quoi. Pas d'autres questions dans l'assemblée? Pas de main qui se lève? 1, 2, 3. Et ben, on passe à la présentation suivante. Donc là, je parlais des couverts hivernaux pour le contrôle des pucerons. Donc, pour faire le lien avec ce que j'ai dit juste avant, donc, on montre qu'on a un arrêt global de diapause, que les insectes qui maintenant, depuis récemment, se maintiennent en activité, ont besoin d'une bonne thermotolérance pour résister aux petits coups de froid résiduels. Et il y a toute une étude qui a montré la thermorésistance des insectes et d'autres organismes. Alors, vous voyez la petite droite noire en haut, c'est la compensation parfaite. C'est si les animaux, grâce à la plasticité, étaient capables finalement de s'adapter à la température, au stress thermique qui arrive. Et la courbe noire qui est en diagonale, là, tout en bas, c'est celle où il n'y a aucune plasticité, donc aucune capacité pour un individu vivant à un moment donné de s'adapter à un petit stress thermique. Et après, en orange, on a les insectes, en violet, on a les poissons, en bleu, on a les crustacés, en vert, on a les amphibiens, et en rouge, on a les reptiles. Donc, c'est parmi les ectothermes. Et on voit que les insectes, ils ont un peu de plasticité, mais pas grand-chose en fait, hein. Donc, ça veut dire que voilà, s'il y a un petit coup de froid dans l'hiver, ça va être vraiment stressant pour eux et ça peut vraiment causer une très forte mortalité. Alors, parallèlement à ça, en janvier 2016, en Bretagne, on a vu, donc la Bretagne, c'est une alternance de blé-maïs. Globalement, le blé est récolté en juillet et dans un champ de blé, ils vont faire un maïs l'année suivante. Mais le maïs, il est planté en mars. Donc, entre juillet où le blé est récolté et mars où le maïs va être planté, ils sont obligés de mettre un couvert hivernal avec les lois de la PAC. Le couvert hivernal, pour les agriculteurs, il faut que ça soit le moins cher possible. Et puis, on voit que ça dépend
comment ça, de la coopérative du coin, parce que pour une commune donnée, ils ont mis de la moutarde, la commune d'à côté, ils ont tous mis du radis, la commune d'à côté, ils ont tous mis de la facélie. Enfin bon, ils mettent différentes choses, mais ça occupe toute la taille du futur champ de maïs. Et puis, quand ils récoltent le maïs en octobre, en fait, ils mettent le blé directement après. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de couvert hivernal. Donc, c'est que suite à un blé dans un endroit où il y aura du maïs. Sauf que ça représente à peu près 50% des champs. Et les champs sont très souvent à touche-touche, quoi. Donc, on a le blé et puis le couvert hivernal juste à côté. Et avant, ça ne se produisait pas. Et d'ailleurs, les agriculteurs étaient surpris aussi. Enfin, quand ils ont planté leur moutarde, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'elle fleurisse. Parce que de toute façon, ils ne veulent pas qu'elle graine. Hein. Ce n'est pas du tout leur objectif. Parce qu'ils ne veulent pas polluer leur sol, quoi. Normalement, ça fait de la plante qui pousse un peu et puis c'est tout. Mais voilà, les hivers se radoucissent et la moutarde était en pleine fleur. Donc, on a juste demandé l'autorisation aux agriculteurs d'aller regarder ce qui se passait dans le champ de blé quand il y avait un couvert hivernal fleuri à touche-touche. Et ce qu'on a montré, c'est que à proximité des fleurs, on avait un taux de parasitisme plus important. Alors cet hiver-là, on avait déjà un taux de parasitisme qui était extrêmement important. J'ai oublié la barre d'échelle, mais sans fleurs, on avait déjà 70% de parasitisme et ça passait à 80-85 avec des fleurs. En tout cas, il y avait une augmentation du taux de parasitisme et significative, donc sur les quelques 40 mètres à proximité du couvert fleuri. Sachant que les pucerons arrivent toujours sur les bordures, ils sont toujours beaucoup plus concentrés sur les bordures, eh bien, c'est intéressant de pouvoir avoir une action de parasitisme aussi forte à proximité des bordures, quoi. Donc, on a voulu continuer ça et l'année suivante, on a fait une expérience où on a demandé aux agriculteurs dans leur couvert hivernal d'avoir une bande de 500 mètres carrés, donc sur 70 mètres sur 3 mètres de large, et de mettre un mélange fleuri de notre composition. Et on a comparé, alors d'une part, les températures qu'il y a dans le mélange fleuri, sachant que le mélange fleuri, il atteignait 1 mètre, 1,50 mètre de haut. Hein, le champ de blé, c'était des petits plants à 10 cm de haut. Et de l'autre côté, c'était la bande herbeuse, c'est-à-dire en fait ce qu'il y a naturellement au bord des champs, donc de l'herbe rase, quoi. Et on voit que en rouge dans la bande fleurie, la température minimale, elle est moins froide qu'en vert dans le champ de blé, où là, la température minimale, elle est nettement plus froide. Enfin, il y a 1 degré et quelques de différence, mais 1 degré et quelques, ça peut être beaucoup pour un petit insecte qui doit passer la nuit. Alors, notre mélange fleuri, alors on l'a travaillé à partir de mélanges en laboratoire. On a testé beaucoup d'espèces. On a laissé les parasitoïdes en contact avec le nectar de ces fleurs-là et on a regardé si globalement le parasitoïde pondait plus et vivait plus longtemps. Alors, la fleur top du top, c'est le sarrasin. Et ça, déjà, c'est aussi bon pour les pollinisateurs, mais pour toutes les espèces de parasitoïdes chez lesquelles ça a été étudié, le sarrasin, c'est une fleur formidable. Donc, il y a la photo du petit parasitoïde en train de boire le nectar sur une petite fleur de sarrasin. La moutarde, c'est moyen. En fait, le nectar des fleurs, il est en ce qu'on appelle en C6, enfin carbone 6 ou carbone 4. Et le sarrasin, c'est en C6, c'est très bon sucre. Et moutarde, c'est en C4, donc ça augmente beaucoup moins la performance des parasitoïdes. Mais ça l'augmente quand même, c'est pas mauvais. Le radis, c'est un peu comme la moutarde, même famille. Le bleuet, c'est très bon aussi. La févrole, c'est pas mauvais, mais c'est surtout parce que ça secrète, le bleuet aussi fait ça, et la vesse aussi, ça secrète du nectar extrafloral. Donc, on voit sur la photo du bas une petite goutte de nectar extrafloral là, qui est sous une fleur en bouton. Et là, les parasitoïdes peuvent tout à fait se nourrir de ce nectar extrafloral. Donc, quand on veut proposer un mélange de fleurs aux agriculteurs, il faut faire attention au coût de ces fleurs-là. Et donc là, par exemple, le bleuet, c'est une très bonne fleur, mais ça coûte très cher. Donc, c'est dommage.
Après, il faut penser au risque de salissure. Donc, est-ce que ces fleurs-là qu'on met dans la bande fleurie ou dans le couvert, est-ce qu'elles ont des chances de se répandre dans le champ? Donc, ça n'a pas l'air d'être le cas avec ce mélange-là, mais si on propose du chardon, par exemple, je pense que ça sera assez mal pris. Ensuite, il y a la date de floraison. Là aussi, c'est important. Alors, nous, notre mélange, on le plantait, vu que c'était dans les couverts hivernaux, donc on le plantait forcément après que le blé était récolté et pas trop au mois d'août parce que c'est souvent très sec. Donc, la proposition, c'est qu'on plantait ça début septembre. Et là, le sarrasin, qui habituellement, quand on veut récolter du sarrasin, il est planté en mai et récolté en septembre. Bah, le sarrasin, son avantage, c'est qu'il fleurit en 4 semaines à peine. Donc début septembre, fin septembre, il était en fleurs. Et que les fleurs persistent la première nuit de gel. Le problème du sarrasin, c'est qu'il ne supporte pas -1 une nuit, quoi. Donc là, toutes les fleurs sont cramées. Mais sinon, tant qu'il ne gèle pas, il peut rester en fleurs 2-3 mois. Surtout qu'on avait un mélange de plusieurs variétés de sarrasin. Donc finalement, le sarrasin était en fleurs tout octobre et selon les hivers, une partie de novembre. La moutarde, plantée en septembre, eh bien, elle se mettait en fleurs vers novembre-décembre. Donc, ça prenait tout à fait le relais du sarrasin qui était gelé à ce moment-là. Le radis, c'est pareil que la moutarde. Et févrole-vesse, ça fleurissait plutôt en fin d'hiver ou pas du tout. Mais comme ça produit du nectar extrafloral, finalement, avec ce mélange-là, moins bleuet, puisqu'on en a mis la première année, mais on s'est dit ça ne sert à rien de mettre une fleur que les agriculteurs achèteront jamais, parce que le mélange sera trop cher. Avec un mélange comme ça, on a finalement de quoi produire du nectar tout au long de l'hiver pour les parasitoïdes qui sont maintenant actifs en hiver. Alors pourquoi c'est important? Parce que les parasitoïdes, on a montré qu'au labo, qu'une femelle de parasitoïde non nourrie survit 48 heures et pond dans 30 pucerons. Une femelle de parasitoïde nourrie à 20 degrés, elle pond dans 200 pucerons et elle survit 3 semaines. Alors, évidemment, ça peut être un peu différent en hiver, mais l'apport de nourriture sucrée pour un parasitoïde, c'est quand même reconnu que c'est extrêmement important. Donc voilà pour un peu le choix de fleurs qu'on a fait. Alors, si on part maintenant sur le service de biocontrôle, ce qu'on sait du service de biocontrôle, c'est qu'il n'est pas toujours persistant, que ce soit dans le temps. Ça peut marcher une saison, beaucoup moins l'année suivante, ou ça peut marcher en début de saison, beaucoup moins en fin de saison. Et dans l'espace, ça peut marcher sur une parcelle et puis 3 parcelles plus loin, ça ne marche pas. Donc, il y a un aspect paysager, spatial qui est aussi important à prendre en compte. Et donc, on se pose toujours la question de dans quelles conditions, à quel moment le biocontrôle va être le meilleur, quoi. Et je vous parle d'un autre projet européen qui s'appelait Woodnet, où on était beaucoup de participants et où on s'est intéressé aux haies. Donc, on sort des bandes fleuries, mais vous verrez pourquoi je parle aux haies et pour vous présenter le projet suivant. Donc, on a travaillé dans 3 régions, Bretagne, Picardie, Belgique. On a échantillonné au printemps, là, ce n'était pas en hiver, sur avril, mai, juin, et 2 années de suite. Dans chaque région, on suivait 15 champs, 5 champs, 5 dans un paysage intensif, moyen, et 5 dans un paysage de type bocage. Et au niveau de la parcelle, on regardait, on avait des parcelles avec une haie d'un côté, une bande herbeuse de l'autre, et on suivait à 3 distances de chacune des bordures, donc 0, 15, 40 mètres de la haie et 0, 15, 40 mètres de la bande herbeuse. Et on a suivi 5 taxons, donc 2 ravageurs, les pucerons et les limaces, et 3 ennemis naturels, les parasitoïdes, les carabes et les araignées. Et globalement, qu'est-ce que ça a montré? C'est que d'une part, entre nos 3 régions, le long du gradient, au printemps, on n'a pas de différence significative de température. Donc les 2 années, c'est 2017 et 2018. On voit en rouge Hauts-de-France, en vert Bretagne et en bleu Belgique. Par contre, c'est bien en hiver qu'on avait une différence de température entre les régions. Donc d'où l'intérêt d'étudier l'hiver,
parce que c'est ça qui fait notre différence, c'est pas ce qui se passe au printemps du point de vue climat, avec le nombre de degrés jour à Rennes qui est bien supérieur à ce qu'on a à Amiens ou en Belgique, et le nombre de jours de gel à Rennes, bon, enfin c'était même pas 1, mais en dessous de 1, et Amiens et Belgique, il y avait encore 5 à 8 jours de gel, quoi. Et donc, on recherchait en fait à quels endroits il y avait une co-occurrence de l'ennemi naturel et de son ravageur, et où le ravageur était, enfin, dans l'ennemi naturel, était bien représenté. Et on a vu que le biocontrôle était bien meilleur en Bretagne qu'en Picardie et en Belgique. Et on attribue ça au fait que, suite à l'absence de jours de gel, les parasitoïdes sont là dès l'arrivée des pucerons au mois de novembre-décembre, que le taux de parasitisme peut être très élevé en hiver, et qu'en fait, en hiver, on n'a pas ce débordement des pucerons qui, au printemps, est lié au fait que les pucerons se reproduisent 3 fois plus vite que les parasitoïdes. Ce n'est pas le cas en hiver. Donc, on a un meilleur biocontrôle. Alors que dans le Hauts-de-France et Belgique, il y a la diapause en hiver, il n'y a personne dans les champs en hiver. Quand les pucerons arrivent au printemps, eux se développent par parthénogénèse. Toutes les 2 heures à 20 degrés, il y a un nouveau bébé puceron qui est produit par une femelle parthénogénétique. Et au bout de 4 jours, ce petit puceron se met à son tour à produire des petits. Donc, le service de régulation est plus limité parce que les parasitoïdes se font très rapidement déborder, quoi. À l'échelle du paysage, on a montré peu de différences en fait. Les haies attirent beaucoup les limaces et sont aussi un refuge pour les pucerons. Ça, on le verra après à l'échelle de la parcelle. Mais il n'y a pas, c'est pas énorme, quoi. On ne peut pas faire grand-chose, et c'est probablement lié au fait que les pucerons qui vivent dans les arbres ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui vivent dans les céréales. Donc, ça ne peut pas constituer un refuge pour des pucerons ou pour des parasitoïdes. Et les parasitoïdes qu'on trouve dans le champ ne se retrouvent pas du tout dans les arbres. Ils n'attaquent pas les pucerons des arbres. Donc, en fait, c'est 2 systèmes séparés, totalement différents. Et c'est pour ça que l'effet paysager a peu d'impact dans cette étude-là, quoi. Donc, au niveau de la parcelle, eh bien là, on voit que le taux de parasitisme est le meilleur au milieu de champ au printemps. Et donc, que les pucerons trouvent un refuge près des haies et près des bandes herbeuses, alors qu'en hiver, en fait, on avait un bon taux de parasitisme près des bandes fleuries, si vous vous rappelez. Et pour les prédateurs du sol, en tout cas, les limaces, elles ont un énorme refuge près des haies, elles sont très abondantes près des haies, beaucoup moins près de la bande herbée. Et donc, on a apparemment un meilleur taux de prédation plutôt en milieu de champ, quoi. Donc, la conclusion, c'est on rase toutes les haies parce que c'est une catastrophe, ça attire les limaces et les pucerons. Mais je ne pense pas que ce soit la conclusion qu'il faille en tirer. Ce qu'on a observé dans notre étude, c'est que le réchauffement des hivers permet une baisse de diapause en Bretagne, et que probablement ça va se produire dans les Hauts-de-France et la Belgique dans les années qui viennent. Que le fait que finalement le réchauffement climatique, en tout cas le réchauffement hivernal, est pour l'instant positif pour le biocontrôle des pucerons, et qu'au niveau local, les haies, c'est quand même pas idéal par rapport à un champ de céréales, même si c'est très bon pour la biodiversité en oiseaux et pour la biodiversité en général. Alors, comme dans l'autre étude, on avait montré que les bandes fleuries, c'était vraiment utile pour stopper le parasitisme en bordure de champ dès son arrivée, dès l'arrivée des pucerons en début d'hiver, on est parti sur l'idée que ce qui serait bien, ce serait d'avoir une bande fleurie contre la haie, entre la haie et le champ, pour garder l'intérêt des haies pour la biodiversité générale et l'intérêt des fleurs pour le contrôle biologique. Et donc, c'est pour ça que nos recherches en cours, là, c'est un nouveau projet qu'on commence depuis 2023, donc un projet Biodiversa européen, où on travaille sur le même gradient qu'on avait avant, donc France, Picardie, Belgique, mais on l'a agrandi à l'Allemagne et la République tchèque. Et on travaille sur, en fait, 4 situations dans chacun de ces 4 situations x 10 dans chacune des localités.
Et on travaille avec une approche participative, puisque les autres projets, c'était fait uniquement, les chercheurs demandent aux agriculteurs l'autorisation de venir dans leur champ. Là, c'est une approche Living Lab. Donc, ça veut dire que les chercheurs sont partie intégrante du projet, ils participent au protocole, ils participent au relevé. Il y a en fait une thèse en sociologie qui est aussi lancée avec plusieurs postdocs. Et donc, globalement, si vous voyez le petit schéma dans le cadre rose en haut à gauche, on étudie 4 situations. Donc, une haie à proximité immédiate du blé, la situation haie plus bande fleurie, puis le blé, la situation bande herbeuse plus blé et bande herbeuse plus bande fleurie plus blé. Et on étudie ça à la fois à l'échelle locale et à l'échelle du paysage et tout au long du gradient, donc sur un gradient climatique. Et dans chaque point du gradient, là encore, on a un gradient paysager, donc avec des champs dans différents paysages. Donc on va avoir 100 champs comme ça, avec 4 situations dans chaque champ, avec évidemment 300 mètres de distance entre notre situation, par exemple, haie plus blé, versus la situation haie plus bande fleurie. Et à partir de ça, donc on va tester une dizaine de taxons. On a encore agrandi, donc on fait toujours puceron, limaces, mais on rajoute les plantes adventices, les mauvaises herbes des agriculteurs en ravageurs, quoi. On fait des études avec des cartes de prédation de graines et des cartes de prédation de pucerons. Et on continue à étudier les parasitoïdes, les carabes, les staphylins, les araignées, mais aussi les pollinisateurs qui pourraient profiter de nos fleurs. Et aussi les cirphes spécialement qui sont à la fois prédateurs et pollinisateurs. Et à partir de ces 10 taxons, on va essayer de créer des indicateurs pour pouvoir dire aux agriculteurs quelle situation est la plus profitable à augmenter les services écosystémiques de pollinisation et de contrôle des ravageurs. Et donc, théoriquement, ça devrait aboutir à un petit outil qui permette à l'agriculteur de savoir où ça serait le mieux dans son exploitation, parmi tous ces champs, d'installer des bandes fleuries. Alors, c'est un projet Biodiversa. L'objectif du projet, c'est pas faire du meilleur biocontrôle, c'est augmenter la biodiversité en zone agricole, enfin, augmenter la biodiversité. L'appel Biodiversa, c'était là-dessus. Nous, on est le seul projet financé à avoir choisi de travailler dans l'endroit où la biodiversité disparaît le plus, donc les zones agricoles intensives en conventionnel. Et le fait d'avoir l'approche Living Lab, donc là, évidemment, on ne va pas demander aux agriculteurs d'arrêter leurs pesticides le temps de la manip, mais ça nous donnera une idée de savoir si les bandes fleuries, même en conventionnel, ont quand même un potentiel de sauvegarder un peu de biodiversité. Et on a vu déjà avec l'approche Living Lab, par exemple, il y a un agriculteur, avant, il était très, très en conflit avec les gens de son village, tout ça, parce qu'il recevait des insultes en tant que pollueur, tout ça. Et dans sa bande fleurie, il a trouvé une petite étiquette merci pour les abeilles ou tout ça. Il était vraiment ému, quoi. Enfin, on a senti que, voilà, il commençait à se reposer des questions. Et donc, on pense que l'approche Living Lab, c'est aussi un premier pas pour que les agriculteurs s'intéressent à la biodiversité qu'il y a dans leur champ et donc puissent penser que est-ce que c'est vraiment si utile que ça, les pesticides? Et est-ce que de rajouter ces fleurs, ça ne va pas justement ne pas ajouter trop d'adventices et au contraire installer du service écosystémique utile, quoi. Et on veut, à la fin du projet, avoir des préconisations à faire pour les lois européennes, déjà sur une déclinaison du mélange fleuri localement en fonction du climat local et de la configuration locale. Donc, quelles fleurs sont les mieux dans quel endroit, entre la Bretagne et la Tchéquie, il y a implanté quand. Et puis, on veut aussi que ça débouche sur des subventions pour les agriculteurs parce que, en fait, en mettant des bandes fleuries, les agriculteurs travaillent pour la biodiversité qui est indispensable à la survie de l'homme, donc pour tout le monde. Et en fait, c'est eux qui doivent prendre des risques en modifiant totalement leurs habitudes. Et c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui est sur son exploitation depuis 30 ans de changer radicalement de choses en prenant tous les risques sans être sûr que ça lui apporte vraiment quelque chose. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, puis avec une petite blague faite par le HCBC.
Merci Joanne. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je me demandais du coup, je ne sais pas si j'ai bien suivi, les bandes fleuries, c'est encore une fois des couverts d'interculture qui restent juste là, une partie de l'année seulement? Ah oui, Ou non, là, c'est non. des bandes fleuries plus enfin, qui restent Alors, plus longtemps? ouais, les partenaires, alors on a beaucoup discuté de ça au début du projet, mais les partenaires voulaient des bandes pérennes. Donc malheureusement, là, effectivement, ça prend sur la culture. Donc ça fait une perte de surface agricole de 500 mètres carrés. Ce qui est du coup plus difficile à négocier auprès des agriculteurs parce que quand on leur demandait de mettre une bande fleurie dans leur couvert hivernal, en gros, on leur apportait les graines, à part que ça leur faisait un peu plus de travail de semer notre bande fleurie par rapport au reste de leur couvert hivernal, euh, ils n'avaient aucune perte de surface et rien du tout. Mais, euh, mais voilà, donc là, on a été contraints après beaucoup de discussions, mais c'est vrai que c'est un débat, un plan de pérenne, plan annuel dans les bandes fleuries, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Et pour différentes raisons, les partenaires voulaient qu'on parte sur des bandes pérennes, donc qu'on va étudier pendant 2 ans, quoi. Et qu'est-ce que vous avez mis comme espèce dedans? Si c'est Alors là, pas c'est trop bien discret. ça le problème, et c'est pour ça qu'on râle à fond contre la PAC là, dans ce domaine-là. C'est que pour que les agriculteurs aient une petite subvention quand même, que nous, on ne peut pas donner dans le cadre de notre projet, enfin, on va leur donner un tout petit truc, mais enfin, c'est tellement ridicule l'argent qui est donné à la recherche qu'on ne peut pas les indemniser proprement. Donc, ils avaient besoin d'avoir des subventions pour bandes fleuries. Mais dans ce cas-là, il y avait une liste d'espèces extrêmement stricte. Et on nous a bien dit que si on débordait de une espèce, ils n'avaient pas leur subvention. Et entre autres, dans le mélange autorisé, il n'y a pas de brassicacées. Ce qui est totalement stupide parce que justement, pour passer l'hiver, là, les brassicacées, on a bien vu que la moutarde, le radis, c'est extrêmement utile et c'est vraiment l'espèce qui, en Bretagne en tout cas, peut se maintenir en fleurs tout l'hiver, quoi. Et en Tchéquie, qui se maintient aussi en fleurs tout l'automne jusqu'à ce que ça gèle vraiment fort. Donc, notre mélange fleuri, on a dû taper dans les listes autorisées, dans lesquelles, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'espèces qui nous semblaient scientifiquement pas du tout intéressantes parce que c'est des variétés cultivées. Enfin, ça ne nous convient pas du tout ce qui a été mis. On n'est pas sûr que ça va fonctionner. Et c'est pour ça que le but à la fin du projet, ça serait, bon, bah, ces listes, elles ont été faites selon certains critères que scientifiquement, on n'arrive pas à comprendre et que de toute façon, il faut mettre beaucoup plus de liberté là-dedans pour adapter la composition du mélange localement, quoi, en fonction des conditions. Par exemple, en Bretagne, où on sait que ça va pouvoir fleurir tout l'hiver, bah, il faut mettre des espèces dont on sait qu'elles vont fleurir tout l'hiver. En Tchéquie, où on sait que de toute façon, ça ne fleurira pas l'hiver, c'est peut-être autre chose qu'il faut mettre. Mais d'avoir le même mélange partout, c'est pas possible. Et, d'avoir que la liste. En fait, elle est longue, leur liste, mais on a eu un spécialiste des pollinisateurs. Nous, tous nos travaux sur les parasitoïdes, on voit bien que dans la liste qui est proposée, il y a plein de choses qui. Par exemple, la facélie, elle est proposée. Nous, on a montré que la facélie, en fait, les parasitoïdes n'ont pas accès au nectar. Parce que pour avoir le nectar de facélie, il faut une trompe comme les abeilles. Et les parasitoïdes ont des petites mandibules. Et donc, ils ne peuvent pas rentrer dans la facélie. Donc, ça fleurit en hiver, ça c'est bien, mais sauf que c'est pas du tout utile pour les parasitoïdes. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça où il faut revoir le mélange. Donc, là, c'est un gros mélange avec une vingtaine d'espèces. C'est très coûteux en plus, donc jamais les agriculteurs mettront ça. Donc, on va voir ce qui sort pendant les 2 ans. Et à la fin du projet, ça va nous donner une liste d'espèces par région qui vont nous sembler les plus adaptées, sachant qu'il y a des espèces qu'on aurait bien aimé mettre, qu'on n'a pas pu mettre à cause des lois trop restrictives, quoi. Donc, on aura aussi un opinion paper qu'on veut faire pour expliquer pourquoi on n'est pas content avec les listes actuelles. Alors, par contre, je comprends pas trop à quelle liste vous faites référence parce qu'il y a en fait, bon, c'est pas pour avoir une subvention, mais c'est pour pouvoir déclarer en infrastructure, enfin en IAE jachère mellifère, par exemple, il y a une liste nationale en France dans laquelle Ouais, on pioche. Bon, c'est pas pour avoir une ouais, subvention, mais c'est pour respecter certaines règles de la PAC sur les ouais, IAE. ça. Du coup, je suis pas sûre de voir à quelle liste, si c'est C'est ça, ça. dedans En il y a fait, il y a des des. listes jachères fleuries, puis après, il y a D'accord. comment ça, une définition départementale ou régionale aussi, qui était un peu différente de la liste nationale. Donc, on a dû
se mettre dans la liste autorisée par des TM du département, quoi. D'accord. Mm. Merci. Et on a trouvé ça très, très, très décevant. Céline l'a pas dit, mais Céline a animé un groupe de travail qui a abouti à la rédaction, vous aviez eu les infos, de préconisations pour les bandes fleuries, où on va retrouver, comme elle le disait à la fin, c'est une grande, voilà, où on va retrouver ici la liste des espèces. Alors, je suis pas spécialiste de ça, la liste des espèces Ouais. autorisées pour les jachères mellifères. Ouais, Et c'est ça. effectivement, En on effet, il n'y peut a pas pas beaucoup de brassicacées. Ouais. Ouais. Bah, le et bleuet, en- je sais que c'est très bon, mais voilà, c'est cher. La bourrache, c'est bon aussi. Le coquelicot, pas vraiment. Donc la fève, févrole, ça c'est très bien. Dans les trèfles, là, il y a une espèce qui marche pour les parasitoïdes un petit peu, mais on ne sait pas, ça ne marche pas énormément. Donc un petit peu, ça peut être pas mal, mais il ne faut pas que ça soit trop. Les vesses, c'est bien. Les mauves, alors là, c'est pour les spécialistes pollinisateurs, ils ne aiment pas toutes les sortes de mauves, mais quand même, donc le sarrasin, super. L'origan et presque toutes les plantes aromatiques sont souvent très bonnes. Donc la facélie, moi, j'éviterais totalement. Mais en fait, surtout, en plus, la facélie, on a eu des mélanges dans d'autres projets qu'on avait testés comme ça au début au hasard, et il y avait par exemple 5% de facélie. Et quand on regardait ce qui sortait réellement, eh ben, c'était couvert à 80% de facélie, quoi. C'est une plante qui sort très très bien dans un mélange. On avait tendance, nous, à préconiser plutôt des mélanges avec pas beaucoup d'espèces parce que on a testé des mélanges avec 12, 20 espèces, mais quand il y a 20 espèces, il y en a 3-4 qui sortent, quoi. Et après, bah, les 20 autres du mélange, on en a une sur 100 pieds, donc on a quasiment rien. Alors aussi, bah, évidemment, ce qu'on veut voir, c'est la succession, parce que pour les pollinisateurs, ce qui est vraiment connu, c'est qu'il y a des périodes de l'année où ils n'ont plus rien à manger, il n'y a plus aucune fleur disponible. Et ça peut être sur 2-3 semaines, mais ça peut suffire à faire chuter des pollinisateurs sauvages parce que pendant 3 semaines, elles ne trouvent rien à manger. Donc aussi l'idée d'avoir justement une succession de plantes en fleurs. Mais là, on ne l'aura pas avec notre mélange est très proche de ce que vous avez montré, hein. On a retiré la facélie, on a pris qu'une partie de tout ça, mais le reste, mélilo, tout ça, on a aussi. Euh, mais, mais voilà, enfin, les spécialistes pollinisateurs de notre projet, ils auraient voulu rajouter des espèces, ce n'était pas possible. Donc, entre autres, les brassicacées, mais pas que. Et alors, je me souviens plus du détail des discussions, parce que ça a duré des heures, il y avait plein d'avis sur. Mais à chaque fois, il y avait des grosses déceptions. On pourrait mettre ça, ah ben non, ça ne marche pas. Et voilà. Et dans ce mélange, je ne vais pas le remontrer, mais Ouais. c'est vrai que pour les parasitoïdes, il y a pas mal d'espèces, enfin quelques espèces qui peuvent être intéressantes. Après, c'est vrai que si on va chercher les cirfes, les chrysopes, etc., Ouais. là, on a encore moins d'espèces qui peuvent être intéressantes. Et on voit que c'est vraiment adapté mellifère et pas auxiliaire, hein, Ouais. en général. Et les mélanges auxiliaires, je ne suis même pas sûre qu'ils pensent que les parasitoïdes, enfin, ce n'est pas des mélanges auxiliaires plus axés prédateurs plutôt que parasitoïdes, dans ce que j'ai vu 2-3 fois. Peut-être, je ne suis pas assez spécialiste pour répondre. Peut-être que Céline pourrait répondre mieux. Bon, après, je ne suis pas une grande spécialiste non plus, mais après, je ne sais pas ce que Plus vous que moi. appelez mélange auxiliaire, si c'est ceux des semenciers. Nous, à un moment donné, on avait envisagé d'en expérimenter, mais alors après, il y a aussi des espèces qui peuvent, il y a notamment toutes les ombellifères. En région centre, ça posait problème aussi par rapport aux productions de semences potagères. Donc, on ne peut pas non plus mettre des espèces qui N'importe quoi, potentiellement hein. seraient intéressantes, là, pour le coup, pour les parasitoïdes, notamment. Après, je ne connais pas tous les mélanges commercialisés non plus, et ceux auxquels vous pensez. Mais enfin, j'ai vu avec différentes sociétés que les mélanges commercialisés, bah, ils sont pas mal faits en fonction de la capacité de production de certaines espèces. Ils ne sont pas forcément pensés
pour cette approche-là. Mais je sais qu'il y a des tas de paramètres qui rentrent en compte, hein. Moi, je disais la salissure, le coût, voilà, enfin, il y a plein de choses, et c'est difficile. Donc moi, je donne mon avis que par rapport à pollinisation, contrôle biologique, hein. Les autres facteurs, je les connais pas assez. Oui. Et on voit tout le problème après réglementaire qui s'ajoute là-dessus, hein. Puis on voit Ouais, avec les agriculteurs qui manifestent et qui demandent voilà. d'arrêter le plan éco-phyto. Ouais. Bon, je sais pas si c'est la bonne approche à avoir, mais Non, bon, je pense pas non plus. Et mais pourtant, je en tout trouve cas, qu'ils ont c'est raison de se plaindre de tout ça. Parce que quand j'ai vu la complexité du truc législatif et la rigidité du ah truc, oui, c'est pas mmh, possible, quoi. Enfin, on peut pas faire, alors que nous, on est un labo universitaire, CNRS, on n'a pas de champ pour faire des manips comme l'INRAE, donc on est obligé de travailler avec les agriculteurs. Ils nous disent, ah oui, mais je peux pas parce que il y a ça comme règlement, je peux pas parce qu'il y a ça comme règlement. Il y a de quoi devenir fou, hein. oui, oui, oui. À moins de tricher, de dire que c'est un bout de 6 pans, au milieu sur le bord du champ, au lieu de dire que c'est une bande fleurie. Je ne sais pas si ça passerait, je ne sais pas si c'est subventionné, mais puisque les brassicacées sont dans les 6 pans normalement. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'on a besoin un peu de simplifier et d'avoir des réglementations plus logiques, on va dire. Ouais, Et peut-être au moins plus libre pour faire quelques mmh. essais, quoi. Donc je vous rappelle, cette fiche, elle est disponible sur le site du RMT. Dans la partie ressources où il y a plein de choses. Je vais vous donner quelques infos. Donc le prochain webinaire, il est dans très peu de temps, il est dans 15 jours. Donc ce sera le 9 février et là, on va parler d'un projet donc à Mayotte, qui s'appelle Rita Samba, qui est animé par, le lycée de Coconi, qui est un lycée agricole. Et le but de ce projet, c'est de faire des inventaires, des ravageurs et des prédateurs naturels dans les parcelles de maraîchage pour déjà mieux comprendre les réseaux de régulation au sein des parcelles. Donc on est sur de la cucurbitacée, du concombre, il y a de la pastèque, après il y a des solanacées, de l'aubergine, de la tomate, et cetera. Et il y a des productions un petit peu plus tropicales, qui sont aussi regardées. Et le but de ce projet qui s'arrête maintenant, mais qui va enchaîner avec un autre projet, c'est de, grâce à ces réseaux, pouvoir proposer des aménagements ou des méthodes de production agroécologiques pour réduire l'usage des produits phytosanitaires